Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de découvrir que toute votre vie n'était qu'un mensonge? La sensation de faire confiance à ceux qui sont censés être vos plus proches, seulement pour apprendre qu'ils cachaient des secrets qui pourraient tout bouleverser. C'est une épreuve que personne ne souhaite vivre. Pourtant, parfois, la vérité éclate au moment où on s'y attend le moins. Que feriez-vous si vous deviez faire face à une trahison venant de la personne en qui vous aviez le plus confiance? L'histoire que vous allez découvrir va vous montrer à quel point les mensonges peuvent aller loin et comment ils peuvent complètement transformer la vie de quelqu'un. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dénouement de ce parcours va vous étonner. Si vous aimez les histoires vraies, pleines d'émotions et de rebondissements, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoire de la vie et activez les notifications. Vous ne voulez certainement pas manquer les prochains épisodes. Je m'appelle Elena Othon, j'ai 42 ans, et un après-midi, j'ai reçu, de manière inattendue, un appel de la tante de mon mari, Anita, qui est la sœur de mon beau-père. La nouvelle qu'elle m'a donnée a été dévastatrice. Mes beaux-parents étaient morts dans un tragique accident de voiture. Pour aggraver la situation, mon mari, Victor, se trouvait à l'étranger pour un voyage d'affaires qui devait durer 2 semaines. J'ai essayé de le contacter d'urgence, mais peu importe combien de fois j'appelais son numéro, il ne répondait pas. Que pouvais-je faire? Je devais aller à l'hôpital immédiatement. En arrivant à l'hôpital, les membres de la famille et les frères de mes beaux-parents m'attendaient déjà. « Elena, nous t'attendions, et Victor n'est pas avec toi ?» ont-ils demandé. « Il est en voyage d'affaires. » J'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas. « Laissez-moi réessayer, ai-je répondu. J'ai appelé une fois de plus, et cette fois-ci, il a enfin répondu. « Victor, merci mon Dieu d'avoir répondu. » Mais avant que je ne puisse dire beaucoup plus, il m'a interrompu avec agacement. « Je t'avais dit de ne pas m'appeler. Je suis en voyage d'affaires très important. » J'ai essayé de lui expliquer que c'était une urgence, mais sa réponse a été catégorique. « Rien n'est plus important que cet accord. » Ne m'appelle plus, il a raccroché brusquement, laissant claire sa frustration, sans même me donner la chance de lui expliquer ce qui se passait. L'un des membres de la famille a suggéré. « Alors, pourquoi n'essaies-tu pas d'appeler son bureau demain? Si c'est l'entreprise qui le contacte, il répondra sûrement. » L'idée m'a semblé raisonnable, et j'ai décidé d'essayer le lendemain. Au milieu de tout ce chaos, j'ai réussi à contacter son bureau dans la matinée. Je suis Elena Othon, l'épouse de Victor. J'ai le regret de vous informer que mes beaux-parents sont décédés dans un accident, et j'aimerais que l'entreprise en informe Victor, puisqu'il est en voyage d'affaires à l'étranger, ai-je expliqué. Mais la réponse que j'ai reçue m'a glacée. Voyage d'affaires à l'étranger? Votre mari est en vacances prolongées. Pardon, comment ça? Ai-je demandé, incrédule. Non, madame, nous n'avons aucun voyage d'affaires international prévu dans notre entreprise, ont-ils confirmé. La surprise m'a paralysée. Vacances? Comment cela était-il possible? S'il n'était pas en voyage d'affaires, où était-il alors? J'étais confuse et en colère. Que devais-je dire aux autres? Surtout que nous n'avions même pas encore défini les détails des funérailles. Tout le monde commençait à s'inquiéter et le temps pour avertir le service funéraire s'épuisait. C'est alors que Martin, le cousin de Victor, a rompu le silence. Victor est dans le Montana en ce moment. Le Montana? Que fait-il là-bas? Comment le sais-tu? Ai-je demandé, déconcerté. Martin a hésité avant de répondre. Il m'a demandé de ne rien dire. Il est avec quelqu'un de son travail. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Ne me dis pas qu'il est avec Martha, c'est ce que tu insinues? Martin n'a pas tardé à confirmer mes pires soupçons, bien que d'une manière hésitante. Pendant que nous informions la famille du décès de mes beaux-parents, ma sœur Martha était injoignable. Lorsque j'ai consulté mes parents, ils m'ont informé qu'elle était partie en voyage avec ses enfants. Tout commençait à s'emboîter. Après avoir pressé Martin, nous avons découvert la vérité. Victor et Martha entretenaient une relation depuis 3 ou 4 ans, et maintenant ils étaient en voyage ensemble. Je me suis sentie complètement trahie. Jamais je n'aurais imaginé que quelque chose comme ça puisse se passer dans mon dos. L'angoisse de la trahison m'a submergée. Des larmes incontrôlables coulaient sur mes joues pendant que les membres de la famille tentaient de me consoler. C'est ça. Sans héritier principal, organisons un grand enterrement pour honorer les défunts. Ne permettons pas à cet imbécile de garder l'héritage du juge, ont-ils dit avec détermination. Nous avons donc décidé de mettre en œuvre un plan pour punir Victor pour sa trahison. 2 semaines plus tard, Victor est rentré à la maison.
Il semblait joyeux et détendu, comme si rien ne s'était passé. Je suis de retour. Que tout cela a été épuisant. Le décalage horaire est terrible, a-t-il commenté avec indifférence. Je le savais déjà. J'ai pensé pour moi-même, sans lui dire un mot. Je lui ai remis les papiers du divorce. Tiens. La version complètement paraphrasée du texte. Je t'ai préparé quelque chose, lui ai-je dit en lui remettant un document. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Victor, surpris par le silence qui a suivi. C'est un divorce, ai-je répondu fermement. Son expression a changé immédiatement, montrant de l'incrédulité et de la nervosité. Un divorce ? Pourquoi si soudainement ? A-t-il demandé, clairement déconcerté après son récent voyage. Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que tu faisais ? Tu as eu une aventure avec Martha, n'est-ce pas ? Ai-je continué ? Il a essayé avec un rire nerveux, mais je n'étais pas disposé à le laisser s'en sortir. Ne tente même pas de nier. Je sais tout ce que tu as fait. Attends, c'est Martha qui te l'a dit ou c'était Martin ? A-t-il bégayé, cherchant une excuse. Est-ce vraiment important comment je l'ai su ? Ce qui compte, c'est que tu as osé me tromper avec ma propre sœur, ai-je dit fermement. Victor a tenté de minimiser la situation. Ce n'était pas si grave, c'est arrivé seulement quelques fois. J'ai perdu le contrôle, mais j'ai réalisé à quel point c'était mal, et j'ai arrêté, je te le jure. Elena, toi et notre fils Léo êtes ce qui compte le plus pour moi. C'était une erreur du passé, pourrais-tu me pardonner ? Léo, notre fils de 10 ans, était l'excuse de Victor, mais son argument ne m'a pas convaincu. Tu penses vraiment que tu peux me dire que c'était un écart et que je vais laisser passer ça comme si de rien n'était ? Tu me prends pour une idiote ? Ai-je répondu avec colère. Donc ce voyage au Montana était avec Martha. Et en plus, tu m'as menti en disant que c'était un voyage d'affaires international. Quel culo ! J'ai crié. Victor est resté silencieux, mais j'ai continué à le presser. Dis-moi, depuis quand tout ça dure ? 1 an ? Pas 1 an. Ce n'était pas seulement une fois, a-t-il dit, mais je l'ai interrompu. Vraiment. Je sais parfaitement que ça dure depuis 4 ou 5 ans. Visiblement nerveux, Victor s'est effondré. Maudit Martin. Il n'aurait jamais dû dire quoi que ce soit. Arrête de blâmer les autres. Tout ça, c'est de ta faute. Tu sais ce qui me dérange le plus ? Que tu continues à parler de la fille de Martha comme si elle était ta nièce, alors qu'en réalité, c'est autre chose, n'est-ce pas ? Il est resté silencieux un instant avant d'admettre, d'un ton vaincu. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais la fille est la mienne. Tu veux dire qu'en plus d'avoir une aventure, tu as eu un enfant avec elle, et maintenant tu viens me dire que tu m'aimes encore ? Je ne peux pas croire ton culot. Lui ai-je répondu, ressentant un mélange de colère et de déception. Non seulement Victor m'avait trahi, mais aussi ma propre sœur Martha, quelqu'un en qui j'avais une totale confiance. Elle n'a montré aucun remords, et sa relation avec Victor avait duré des années dans mon dos. J'avais toujours pensé que leur proximité était simplement due au fait qu'ils étaient collègues et membres de la famille, mais je me trompais complètement. Ma famille et moi avions été totalement trompés, et ce que nous ressentions le plus n'était pas tellement de la colère, mais un profond dégoût pour ce qu'ils avaient fait. Toi et Martha allez devoir assumer les conséquences de vos actes, mais c'est un sujet que nous réglerons plus tard. Pour l'instant, il y a quelque chose de bien plus important à régler, lui ai-je dit. Important ? De quoi parles-tu ? A-t-il demandé, déconcerté, alors qu'il appelait sa tante, qui attendait dans la pièce voisine. Oh Victor. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment s'est passé ton voyage au Montana ? A dit sa tante avec un ton fin. Victor a regardé autour de lui, voyant tous les membres de la famille réunis, et il ne pouvait cacher sa confusion. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tout le monde est-il réuni ? A-t-il demandé. C'est très sérieux, Victor a répondu sa tante. Pendant que tu étais en voyage, tes parents sont morts dans un accident de voiture. Quoi ? C'est impossible. Quand est-ce arrivé ? A-t-il demandé, encore sans comprendre. C'est arrivé juste après ton départ, ai-je répondu. J'ai essayé de te contacter plusieurs fois, mais c'est toi qui as refusé de répondre à mes appels. Victor, incrédule, a ajouté. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Je t'ai appelé tant de fois, mais c'est toi qui as raccroché. Et quand j'ai contacté ton bureau, j'ai découvert que tu n'étais pas en voyage d'affaires, mais en vacances. Et c'est alors que j'ai découvert ton aventure avec Martha, lui ai-je expliqué.
Tu n'avais pas le droit d'appeler à mon travail, protesta Victor. Je n'avais pas le droit? C'est la conséquence de ne pas avoir répondu à mes appels dans un moment aussi critique, et maintenant tu demandes pour les funérailles? Répondit froidement. Les funérailles ont déjà eu lieu? Demanda Victor, déconcerté. Oui, elles ont déjà été célébrées. C'était une grande cérémonie, mais le fils principal n'était pas présent. Tout le monde s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, lui ai-je dit. Victor, acabei de ontem. Tenta de se excusar. Je suis désolé, je vais m'occuper de tout maintenant, dit-il. Les membres de la famille présents ne tardèrent pas à le réprimander. Bien sûr que tu vas le faire, Victor. Tu devrais être reconnaissant envers Elena. Malgré tout ce qu'elle sait, elle s'est occupée de toutes les funérailles en tant que ton épouse, sans dire un mot, lui rappelait-il. Et c'est ainsi que, alors qu'il me remettait les papiers du divorce, notre mariage prit fin. Toute la situation avait été accablante et, pour être honnête, je n'avais même pas eu le temps de pleurer convenablement la perte de mes beaux-parents. Mon esprit était au bord de l'effondrement, et sans le soutien de la tante de Victor, Anita, et d'autres membres de la famille, je serais probablement resté totalement paralysé par la douleur. Je leur ai profondément remercié, cela n'aurait pas été possible sans leur aide. Merci à tous. Finalement, malgré tout, les funérailles ont été un service vraiment magnifique. Oui, je suis sûr que Marcus et Catherine sourient depuis le ciel, commenta quelqu'un. Combien de personnes ont assisté à l'événement? Des centaines? Demanda Victor, encore sous le choc de tout ce qui s'était passé. Événement? Eh bien, plus qu'un enterrement, nous en avons fait une grande célébration pour honorer ton père, qui était un musicien de jazz reconnu, expliqua Anita, en souriant. Je ne suis pas sûre de comprendre. C'était comme une fête? Demanda Victor, toujours incrédule. Oui, c'était une fête fabuleuse, et en tant qu'héritier principal, tu devrais savoir que tu as couvert tous les frais, ajouta Anita avec un sourire espiègle. Le visage de Victor était un poème, la confusion et la perplexité se mêlaient à son expression. Avec un éclat de rire, j'ai commencé à lui raconter comment s'était déroulée la cérémonie. Nous avons décidé de faire les funérailles pour les deux beaux-parents en même temps, car ils avaient toujours été un couple très uni. Marcus, étant un éminent musicien de jazz dans tout le pays, et Catherine, qui avait été instructrice de stewardess, avait un vaste cercle social. Plus de 400 personnes ont assisté aux funérailles. Étant donné que tant de gens sont venus leur dire au revoir, nous avons pensé que ce serait un beau geste de leur offrir des cadeaux de remerciement, même si cela signifiait réduire considérablement l'héritage de Victor. Cela pourrait sembler irrespectueux, mais la vérité est que leurs parents n'avaient pas l'intention de lui laisser aucun héritage. Cependant, nous expliquerions cela plus tard. Je suis sûr qu'il rit depuis là-haut, ai-je ajouté avec ironie. Des cadeaux de remerciement? Demanda Victor, visiblement préoccupé. Oui, nous avons offert un cadeau à chaque personne venue présenter ses respects, clarifia l'un des membres de la famille. Combien ont coûté ces cadeaux? Demanda Victor, anticipant déjà le pire. C'étaient des boîtes de pâtisserie fine. Chaque boîte coûtait $30, répondis-je. Seulement $30? Demanda-t-il, essayant de se convaincre que ce ne serait pas si grave. Oui, mais nous avons préparé 500 boîtes. 5 cents boîtes à $30 chacune? Victor calcula rapidement. Cela fait $15 000. Exactement, mais il y avait aussi d'autres choses, ajoutai-je. Et qu'est-il arrivé aux boîtes restantes? Demanda-t-il, cherchant désespérément à réduire les dégâts. Il nous restait environ 50 boîtes, mais nous les avons toutes mangées. Elles étaient délicieuses, commenta quelqu'un avec un sourire. Vous avez dépensé plus de $15 000 en pâtisserie et vous les avez mangées? Je n'arrive pas à y croire, s'exclama Victor, perdant son calme. Eh bien, il n'y avait aucun moyen de te consulter, tu te souviens? Tu ne répondais pas au téléphone. De plus, nous ne pouvions pas laisser tes parents, des personnes si respectées, perdre leur prestige, même dans la mort, lui ai-je rappelé avec un calme irritant. Et combien cela a-t-il coûté au total? Demanda-t-il, résigné. Oui, j'ai gelé les comptes, dis-je à Victor sans aucun remords. Avec le processus d'héritage, il faudra plus d'un mois avant que tu puisses retirer l'argent, ajoutai-je. Ça ne suffira pas pour l'enterrement, répliqua Victor, désespéré. Eh bien, quel dommage, répondis-je froidement. Pourquoi ne demandes-tu pas un prêt à Martha? Quoi? Tu ne vas pas me prêter l'argent? Demanda-t-il, incrédule.
Bien sûr que non. Nous n'avons plus de relation, Victor. J'étais très proche de tes parents, mais toi, tu ne représentes plus rien pour moi. Si je te voyais au supermarché, je ne te saluerais même pas. Je ne peux rien te prêter, déclarai-je fermement. C'est cruel, cria Victor. Peu importe, répondis-je avant de raccrocher, visiblement frustré. Je pensais que tout était terminé, mais quelques jours plus tard, Victor recommença à m'appeler de façon répétée. Elena, pourquoi l'héritage de mes parents n'est-il que de 100 000 $? Mon père était un musicien célèbre et ma mère était une ancienne hôtesse de l'air. Il est impossible qu'il n'ait eu que cette somme. Tu as dû retirer de l'argent avant de geler les comptes. Me accusati. Ne m'accuse pas de cela. Même si j'avais retiré de l'argent, cela aurait été découvert dans le processus d'héritage. Je ne suis pas une voleuse, répondis-je, déjà épuisé par la situation. Alors pourquoi c'est si peu? Insista-t-il. Tu ne savais pas que tes parents envoyaient 30 000 $ par an pour l'éducation de Léo? Quoi? Je n'en avais aucune idée, répondit Victor, surpris. Je pensais que tu le savais. Tes parents l'ont fait en secret, expliquai-je. Il y a 10 ans, juste après la naissance de Léo, leur premier petit-fils, tes parents m'ont surpris avec quelque chose d'inattendu. Merci Elena de nous avoir donné un petit-fils aussi magnifique, m'ont-ils dit. Avec la négligence de Victor, nous n'aurions jamais pensé avoir un jour un petit-fils, et nous parlions de quelque chose depuis des années. De quoi parles-tu? Demandai-je, un peu intrigué. Victor a toujours été irresponsable avec l'argent. Quand il était enfant et que nous lui donnions de l'argent de poche, il le dépensait en une journée. Cela n'a pas changé quand il a grandi. Parfois, il dépensait tout son salaire et nous demandait de l'argent, m'expliqua sa mère, Catherine. Vraiment? Pensai, horrifi. Me suis-je vraiment mariée à quelqu'un comme ça? Me demandai. C'est pourquoi nous avons décidé que si Victor se mariait et avait des enfants, nous utiliserions nos économies pour soutenir notre petit-fils, continua-t-elle. Elena, tu es une personne merveilleuse, attentionnée, observatrice, et tu t'entends bien avec tout le monde dans la famille. En plus, tu es extrêmement responsable, alors nous avons confiance en toi pour accomplir nos souhaits, me dirent-ils avec gratitude. Je suis désolée, je ne suis pas sûre de comprendre, répondis-je, confuse. Nous voulons laisser tout notre héritage pour l'éducation de Léo, pas pour Victor. S'il hérite de l'argent, il le dépensera en quelque chose de ridicule, comme un bateau, expliqua sa mère avec sérieux. Un bateau? Cela devient de plus en plus effrayant, pensai-je. Ce n'est pas que nous ne l'aimons pas, c'est que nous le connaissons trop bien. Nous savons que lui donner l'argent le ruinerait. C'est pourquoi nous te confions l'héritage, conclurent-ils. Merci, mais qu'en dira Victor? Demandai-je, un peu inquiète. Tu ne peux rien lui dire. S'il le découvre, il fera une crise comme un enfant, me prévinrent-ils. C'est ainsi qu'ils ont commencé à déposer 30 000 $ chaque année sur le compte de Léo à son anniversaire. 30 000 $ par an pendant 10 ans? Combien y a-t-il maintenant sur le compte? Demanda Victor, clairement alarmé. Eh bien, après impôt, le compte contient un peu plus de 250 000 $, répondis-je calmement. Quoi? S'exclama Victor, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Mon héritage. Cet argent est à moi. S'exclama-t-il, furieux. Non, tes parents ont décidé de ne rien te laisser. Ils ont dit que tu étais trop irresponsable avec l'argent et qu'ils voulaient que tout soit destiné à l'éducation de Léo, répondis-je calmement. Ce n'est pas possible. Mon père ne dirait jamais cela. Tu es en train de me vale. Me accusati-il, visiblement désespéré. Si tu ne me crois pas, demande à la banque de t'envoyer un relevé de compte, lui suggérai-je, sachant que ses soupçons étaient infondés. Attends, même avec ce qui est à la banque, le total n'atteint pas 400 000 $. Ça ne colle pas, dit Victor, confus. C'est parce que tu n'as aucune idée de ce qui s'est réellement passé, n'est-ce pas? Tes parents ont donné 300 000 $ à une organisation caritative et utilisé 300 000 $ supplémentaires pour profiter de la vie. Ce qu'il reste, c'est 100 000 $, c'est tout ce qui reste. Victor n'en revenait pas. Ses parents avaient été très minutieux dans leur planification financière, surtout son père, Marcus, qui, en tant que musicien, parlait toujours de quitter la vie avec style et rébellion. Sa philosophie était « Je ne vais pas dépenser $1 million dans ce qu'il me reste de vie, alors partageons la richesse et répandons la joie. »
C'était de cette manière qu'ils avaient distribué leur argent avant de mourir. Pour être honnête, Victor n'avait jamais été le plus brillant, un trait qu'il avait malheureusement hérité de son père. Mais alors que son père était charmant et avait un style unique, Victor n'était qu'un naïf. « Donc je ne recevrai rien de l'héritage ?» demanda-t-il, stupéfait. « Exactement, et avec toutes les petites dépenses, tu finiras probablement endetté, lui avertis-je, sans montrer la moindre sympathie. « C'est ridicule, protesta-t-il. Le prix de l'infidélité est élevé, tu ne trouves pas ?» répondis-je avec un sourire ironique. « Qu'est-ce que cela a à voir avec l'héritage ?» demanda-t-il, irrité. « Rien, en réalité, répondis-je, savourant le moment où ma vengeance contre mon ex-mari naïf et infidèle se concrétisait enfin. Mais il me restait encore quelque chose à régler. Ma sœur. J'ai décidé de prendre une décision audacieuse et de contacter l'ex-mari de Martha. « Sell it, Martin. »« Cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé, lui dis-je lorsqu'il a répondu. « Helena, quelle surprise. Pourquoi cet appel ?» demanda-t-il, curieux. « Eh bien, je pensais à la raison pour laquelle vous avez divorcé, commençai-je. C'était à cause de ses infidélités. Elle était avec plusieurs hommes et ne savait même pas avec certitude qui était le père de sa fille, confessa Martin, avec tristesse. Y avait-il d'autres hommes en plus de Victor ? Demandai-je, surprise. Oui, je voulais lui faire passer un test ADN, mais elle a refusé. Malgré tout, ma fille me manque encore, même si je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment la mienne. Je voulais l'élever, mais je ne pouvais tout simplement pas pardonner à Martha, me dit-il, peiné. C'est compréhensible, lui répondis-je avec empathie. Je ne voulais pas faire plus de mal à Martin, alors je gardais pour moi le fait que Victor pouvait être l'un des pères potentiels. Cependant, avec cette nouvelle information en main, je sentais que je ne pouvais pas la laisser passer. Néanmoins, je devais être prudente pour ne pas impliquer mes parents dans toute cette affaire. Avec cet objectif en tête, j'ai décidé de passer un autre appel, cette fois à Victor. « Salut, Victor, dis-je en décrochant. Que se passe-t-il maintenant ? Tu me manques déjà et tu veux revenir ? Eh bien, je ne te blâme pas, répondit-il sarcastiquement. En fait, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Tu veux savoir ou pas ? Lui dis-je, gardant mon calme. Quelle est encore cette idiotie ? Demanda-t-il, irrité. Que la fille de Martha pourrait ne pas être la tienne, lâchai-je. Tu m'appelles juste pour me dire ça ? Je le sais déjà, c'est soit la mienne, soit celle de l'ex-mari de Martha. Ce n'est pas important, répondit-il, essayant de minimiser l'importance. Ce n'est pas si simple. Martin m'a dit qu'il pourrait y avoir un autre homme impliqué. Donc, en réalité, ni toi ni lui ne pourriez être le père, lui expliquai-je. Tu es en train de me dire que j'ai vécu un mensonge tout ce temps ? Demanda-t-il, incrédule. Et atzetement, répondis-je. Et avec cela, je sentais que la justice envers ma sœur était également rendue. Ce secret serait suffisant pour détruire tout reste de relation entre Martha et Victor. Comme je l'avais prévu, bientôt la rumeur sur Martha s'est répandue dans toute l'entreprise, et elle a fini par démissionner. Quant à Victor, sa réputation au travail s'est effondrée. Il est devenu la cible des regards froids et des commentaires derrière son dos. 5 ans ont passé depuis. Notre fils Léo est sur le point d'avoir 16 ans. Grâce à l'argent que ses grands-parents lui ont laissé, il a pu fréquenter une prestigieuse école privée. Pour ma part, je me suis remariée et je profite maintenant d'une vie tranquille et heureuse. Cependant, Victor est toujours le même. Bien qu'il paie la pension alimentaire et la subsistance à temps, il dépense la plupart de son salaire le jour même où il le reçoit. Le dîner dont Victor parlait en s'est finalement réduit à un simple bol de nouilles instantanées accompagné de poulet frit de Kentucky Fried Chicken. Au moins, il semblait que père et fils appréciaient leur temps ensemble, même avec un repas aussi simple. Quant à Martha, elle n'a pas changé d'un iota. Elle cherche toujours des hommes dont elle peut dépendre pour maintenir son style de vie. Depuis lors, je n'ai plus eu aucun contact avec elle, et je n'ai aucun désir d'en avoir à l'avenir. Nos parents sont inquiets du fossé qui s'est creusé entre nous, mais j'ai décidé de rester silencieuse à ce sujet. Chaque année, je visite les tombes de mes beaux-parents, sachant que, avec leur sens de l'humour, ils doivent probablement rire aux éclats en voyant à quoi nos vies sont devenues. Je veux partager avec vous une réflexion sur tout ce qui s'est passé, sur ce que j'ai vécu et sur la manière dont j'ai appris à voir les choses d'un point de vue plus large. Il m'a fallu du temps pour tout comprendre, chaque détail, et apprendre de cette expérience. Me voici donc, le cœur ouvert,
prête à vous parler depuis mes tripes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de lire mon histoire. La vie est pleine de hauts et de bas, et parfois, on a l'impression d'être pris dans une tempête sans fin. J'ai traversé des moments difficiles et des situations qui m'ont mise à l'épreuve de manière que je n'avais jamais imaginée. Parfois, je me demande si vous aussi, vous avez vécu des choses similaires. Avez-vous déjà eu l'impression que tout s'effondrait autour de vous et qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir? Comment faites-vous face à ces moments d'incertitude et de douleur? Quand je pense à ma relation avec Victor, je ne peux m'empêcher de ressentir un mélange de tristesse et de résignation. Dès le début, il y avait des signes que les choses n'allaient pas être faciles. Avez-vous déjà été dans une relation où malgré tous les efforts, il semble que les différences soient tout simplement trop grandes? Comment gérez-vous cela? Dans mon cas, la relation avec Victor est devenue une source constante de conflits. Chaque décision, chaque petit désaccord, se multipliait et devenait une montagne insurmontable. Je me souviens de ces jours où j'essayais de gérer les finances, de faire face aux exigences de la famille et de tout garder sous contrôle. Les discussions sur l'argent, la manière dont les fonds pour les funérailles et l'événement en l'honneur de mes beaux-parents étaient gérés, tout cela était une source de stress constante. Comment gérez-vous les tensions familiales? Avez-vous des conseils pour affronter ces situations où l'argent devient un champ de bataille? Et en parlant de Martha, mon ex-femme, je me demande si vous avez déjà eu une relation avec quelqu'un qui ne semble pas changer malgré les circonstances. Parfois, il me semble que Martha est coincée dans un cycle sans fin de dépendance et de désillusion. J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a vécu quelque chose de similaire. Comment faites-vous face à la situation lorsque vous voyez quelqu'un que vous avez bien connu rester au même endroit, sans avancer ni changer? Les discussions que j'ai eues avec Martha au sujet de l'éducation de notre fils, de l'argent et de l'avenir ont été vraiment difficiles. Quand j'ai découvert que mes beaux-parents avaient destiné l'argent à l'éducation de Léo et non à Victor, je me suis sentie confuse et un peu trahie. Avez-vous déjà eu à faire face à des décisions familiales que vous ne comprenez pas tout à fait? Comment acceptez-vous et gérez-vous ces surprises qui semblent sortir de nulle part? Avec le temps, j'ai réalisé que le pardon est un outil puissant, bien que souvent difficile à accorder. Il ne s'agit pas seulement de pardonner aux autres, mais aussi de se pardonner à soi-même. Avez-vous déjà vécu une expérience où vous deviez apprendre à pardonner à quelqu'un, ou même à vous-même, pour avancer? Comment y êtes-vous parvenu? Après tout ce que j'ai traversé, tous ces événements et décisions qui m'ont marqué, j'ai appris que la vie continue, peu importe ce qui s'est passé auparavant. Mon fils Léo a grandi et a eu des opportunités qui me remplissent de fierté. Chaque fois que je vois comment il progresse et se développe, je me sens plus en paix. Je me demande si vous avez eu des moments où une nouvelle génération dans votre vie vous a redonné espoir et vous a rappelé que tout en valait la peine. Enfin, je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir écouté mon histoire. Parfois, partager nos expériences peut être un moyen de se connecter aux autres et de trouver du réconfort dans nos luttes communes. J'aimerais en savoir plus sur vous, sur vos vies et sur la façon dont vous avez affronté vos propres défis. Qu'avez-vous appris de vos expériences? Quels conseils avez-vous pour ceux qui traversent des moments difficiles? Je suis ici pour écouter, partager et apprendre ensemble. Merci d'être là, de lire et de faire partie de cette conversation. J'espère que nous pourrons continuer à partager nos histoires et à nous soutenir mutuellement dans ce voyage qu'est la vie. À bientôt! Après avoir réfléchi à mon histoire et à tout ce qui s'était passé, je pensais enfin avoir fermé ce chapitre de ma vie. Cependant, la vie est imprévisible, et juste au moment où tu crois que tout est sous contrôle, quelque chose de nouveau émerge de l'obscurité. C'est exactement ce qui s'est passé quelques semaines après avoir partagé mes réflexions sur la vie, les relations et le pardon. Un après-midi, j'ai reçu un appel inattendu. Le numéro qui s'affichait sur l'écran m'était inconnu, mais pour une raison quelconque, une intuition intérieure me disait que je devais répondre. « Hello? » dis-je avec prudence. « Elena? » demanda une voix hésitante à l'autre bout de la ligne. « Oui, qui est-ce » ? C'est Eric, l'ex-mari de Martha. Mon cœur fit un bond. Pourquoi Eric m'appellerait-il après tout ce temps? Qu'est-ce qui pouvait bien se passer encore? J'avais déjà découvert tant de vérités douloureuses sur mon ex-mari et ma sœur, mais il semblait que le passé n'avait pas fini de refaire surface. « Eric, répondis-je, encore sous le choc. Je ne m'attendais pas à entendre ta voix. Est-ce que tout va bien? Elena, il y a quelque chose que je pense que tu dois savoir, dit-il, la voix légèrement tremblante. Ce n'est pas facile à dire,
mais ce que j'ai découvert récemment m'a complètement bouleversée. Et je pense que, étant donné ton implication dans toute cette histoire, tu as le droit de savoir. Mon esprit s'emballait. Qu'est-ce que ça pouvait être cette fois? Quelle autre vérité dévastatrice allait être révélée? De quoi parles-tu, Eric? Demandai-je en essayant de rester calme. C'est à propos de la fille de Martha, répondit-il, marquant une pause avant de poursuivre. J'ai fait un test ADN en secret. Au début, je ne voulais pas le faire parce que je ne savais pas si je pourrais supporter la vérité. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai ressenti le besoin de savoir, et, eh bien, le test a révélé quelque chose d'inattendu. Je sentis un nœud se former dans mon estomac. Mon intuition me disait déjà que ce que j'étais sur le point d'entendre allait tout bouleverser une fois de plus. « Eric, s'il te plaît, dis-moi ce que tu as découvert » dis-je d'une voix à peine audible. L'enfant n'est ni de moi ni de Victor. Le silence qui suivit cette déclaration était écrasant. Je ne pouvais pas traiter ce que je venais d'entendre. Comment était-ce possible? Pendant des années, Eric et Victor avaient été pris dans un réseau de mensonges et de secrets, croyant que l'un d'eux pourrait être le père de l'enfant. Maintenant, la réalité était encore plus complexe que je ne l'avais imaginé. « Quoi ?» réussis-je à murmurer, sentant mes jambes vaciller. « C'est ça. Le père biologique est un homme que nous ne connaissions même pas, quelqu'un avec qui Martha a eu une aventure des années avant que tout cela ne se produise. Pendant tout ce temps, nous avons cru que l'un de nous deux était le père, mais il s'avère que ce n'est ni moi ni Victor. J'ai confronté Martha à ce sujet et elle a fini par l'admettre. Elle n'a pas voulu me le dire plus tôt parce qu'elle avait peur que je l'abandonne, mais maintenant il n'y a plus rien qu'elle puisse faire pour réparer ce qu'elle a fait, dit Eric avec une résignation dans la voix. Mon esprit ne pouvait s'empêcher de penser à quel point cela devait être dévastateur pour Eric, mais aussi pour Victor, qui, malgré ses erreurs, avait cru que cet enfant était le sien. Pourtant, je ressentais une étrange satisfaction en sachant que cette découverte pourrait enfin mettre fin à la relation entre Victor et Martha, une relation fondée sur des mensonges. Je n'arrive pas à y croire, finis-je par dire, cherchant les mots appropriés. Victor le sait-il? Pas encore, répondit Eric. J'avais pensé lui en parler, mais j'ai voulu te le dire en premier. Je sais que tu as été impliqué dans toute cette histoire dès le début, et je pensais que tu devais l'apprendre avant qu'il ne le découvre. Merci de me l'avoir dit, Eric. Je ne sais pas quoi dire. Tout cela est tellement irréel. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se compliquent encore plus. Après cette conversation, je raccrochai et restai assise en silence pendant un long moment, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Il semblait que, peu importe à quel point j'essayais de laisser le passé derrière moi, quelque chose refaisait toujours surface pour secouer ma vie. Et bien que je n'ai plus aucun intérêt romantique pour Victor, je savais que cette nouvelle le détruirait. Quelques jours passèrent avant que je ne décide de ce que j'allais faire. Je ne voulais pas être celle qui annoncerait cette nouvelle à Victor, mais en même temps, je savais qu'il devrait tôt ou tard faire face à la vérité. L'occasion de le faire vint plus rapidement que prévu. Un après-midi, alors que je travaillais sur quelques projets à la maison, je reçus un nouvel appel. Cette fois, c'était Victor. Mon instinct me disait que quelque chose avait changé. « Elena » dit Victor dès que j'eus décroché. « J'ai besoin de te parler. »« De quoi s'agit-il » demandai-je, essayant de paraître indifférente. « C'est à propos de Martha, et de sa fille » dit-il d'une voix chargée d'émotion. Je savais qu'il avait enfin découvert la vérité. « Je le sais déjà, Victor. »« Eric me l'a dit » répondis-je, anticipant sa réaction. « Tu le savais? Et tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-il, avec un mélange d'incrédulité et de colère. « Ce n'était pas à moi de le faire. De plus, nous ne parlions même plus » répondis-je calmement. « Tu sais ce que cela signifie? Toute ma vie avec Martha a été un mensonge. Je pensais qu'au moins, je pouvais compter sur cet enfant, que c'était la seule bonne chose qui était sortie de tout ce désastre. Et maintenant, il s'avère qu'elle n'est même pas de moi. » Sa voix se brisa à la fin de sa phrase. « Je suis désolé, Victor. Mais je ne peux plus rien pour toi. Tu dois faire face à ça tout seul, dis-je, ne voulant plus m'impliquer. » Il y eut un long silence avant que Victor ne parle à nouveau. « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-il, désespéré. « C'est à toi de décider, répondis-je, en me distançant. Mais nos chemins se sont séparés depuis longtemps, Victor. » Après cette conversation, je sentis un autre poids se lever de mes épaules. Je savais que la vie de Victor s'effondrait petit à petit,
Mais ce n'était plus ma responsabilité. Le véritable tournant de l'histoire survint quelques semaines plus tard, lorsque je reçus un appel totalement inattendu. C'était un avocat, quelqu'un qui représentait les parents biologiques de la fille que Martha avait élevée comme si elle était l'enfant de Victor ou Eric. Madame Elena, dit l'avocat d'une voix formelle, nous menons une enquête sur la situation de la mineure sous la garde de Madame Martha. Il semble y avoir eu des problèmes juridiques concernant la garde et la paternité de l'enfant. Des problèmes juridiques ? Demandai-je, complètement déconcerté. Quel est le rapport avec moi ? La famille biologique de l'enfant a exprimé son désir de récupérer la garde. Apparemment, la mère biologique a signé des documents en cédant la garde sans être pleinement informée, et nous enquêtons pour résoudre cette situation. Nous avons besoin de votre témoignage, car vous avez été impliqué dans la vie de Madame Martha et de sa famille. Mon esprit fut inondé de questions. Qu'est-ce que cela signifiait ? Martha avait-elle menti encore plus que ce que nous avions tous imaginé ? Comment était-il possible que la situation de la garde soit si compromise ? Témoigner ? Demandai-je, sentant que les choses devenaient encore plus compliquées. Oui, nous avons besoin que vous nous fournissiez des informations sur ce que vous savez de la relation entre Madame Martha et sa fille. Tout ce qui pourrait éclairer cette affaire sera crucial pour le dossier. Je ne savais pas comment réagir. D'une part, je voulais m'éloigner de tout ce qui avait à voir avec Martha et Victor, mais d'autre part, je sentais que cette situation pourrait enfin mettre un terme à tout ce réseau de mensonges et de secrets. Très bien, dis-je finalement, je témoignerai. Et ainsi, sans m'en rendre compte, je fus de nouveau entraîné dans le tourbillon du passé. Mais cette fois, je savais que c'était ma dernière chance de fermer définitivement ce chapitre de ma vie. À la fin de tout ce parcours, il est clair que la vie d'Elena a pris des tournants inattendus et éprouvants. Des trahisons, des mensonges, aux révélations qui ont changé sa perception de qui était vraiment Victor, l'homme avec qui elle a partagé tant d'années de sa vie. À chaque nouvel obstacle, Elena a été forcée de réévaluer ses choix, la confiance qu'elle avait placée dans les gens qui l'entouraient, plus important encore, la force qu'elle avait en elle pour continuer à avancer. Ce n'était pas simplement une histoire de trahison ou de mensonge. C'était un voyage de découverte douloureuse, mais aussi de croissance personnelle et émotionnelle. Ce qui a commencé comme un mariage apparemment normal a fini par devenir un enchevêtrement de secrets et de mensonges qui ont complètement remodelé la manière dont Elena voyait le monde. Ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'est que la vérité, une fois révélée, pourrait apporter autant de clarté. En faisant face à la réalité, Elena a réalisé que, bien souvent, la vérité libère, même si elle est accompagnée de douleur. La manière dont elle a choisi de gérer toute cette situation est ce qui définit vraiment le cours de sa vie. Au lieu de sombrer dans la douleur et le ressentiment, Elena a cherché la paix et la résolution. En se relevant, en reconstruisant une nouvelle vie et en laissant le passé derrière elle, elle est devenue une personne encore plus forte. Ce que nous apprenons de Elena, c'est que, même dans les moments de plus grande turbulence, il y a toujours un choix, laisser les circonstances nous définir ou trouver en nous la force de continuer. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette histoire. Avez-vous déjà traversé quelque chose qui vous a fait douter des personnes les plus proches de vous ? Comment avez-vous géré cela ? Si vous avez affronté des trahisons ou des grandes déceptions, avez-vous réussi à pardonner ou gardez-vous encore des rancunes ? Partagez vos expériences dans les commentaires. La vie a-t-elle une manière mystérieuse de nous montrer qui nous sommes vraiment lorsque nous sommes confrontés à la vérité ? La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est claire, le pardon, bien qu'il soit difficile, est un outil puissant. Il n'est pas toujours facile de pardonner, surtout lorsque nous avons été trahis de manière aussi profonde, mais en le faisant, nous trouvons la liberté. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais choisir de ne pas laisser cela nous définir. Pardonner aux autres, souvent, à nous-mêmes, est la clé pour aller de l'avant sans le fardeau du passé. Cette histoire nous enseigne qu'en dépit de toutes les épreuves, il est possible de recommencer et de reconstruire une vie pleine de sens. Je crois que ces leçons peuvent nous aider à réfléchir sur nos propres vies, nos propres batailles, peut-être, trouver un chemin vers la paix et le pardon. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en entendre davantage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Ici, nous partageons des histoires de vie réelles qui nous font réfléchir, apprendre, qui sait, voir la vie sous un nouvel angle. N'oubliez pas de laisser un like, cela nous aide à continuer à vous apporter plus de contenu, et bien sûr, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo à venir. Nous voulons que vous fassiez partie de cette communauté grandissante chaque jour. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous un message très spécial, qui est lié à l'histoire d'Elena, mais qui va encore plus loin.
Au milieu de toutes les épreuves que nous traversons, qu'il s'agisse de la trahison d'un proche, d'une déception profonde, ou même du sentiment d'être seul dans notre douleur, il y a une vérité qui ne change jamais, l'amour immense de Dieu pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est peut-être l'un des versets les plus connus de la Bible, et il porte un message extrêmement puissant. Ce que ce verset nous dit, c'est que peu importe ce que nous avons fait ou à quelle distance nous sommes de Dieu, il nous aime de manière inconditionnelle. Il a tant aimé le monde au chacun de nous qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour nous. C'est le plus grand geste d'amour qui ait jamais existé et qui n'existera jamais. Tout comme Elena a dû faire face à une réalité difficile et trouver le pardon au milieu de tant de douleurs, Dieu nous offre le pardon ultime. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de toutes nos erreurs, nos péchés, nos fautes. Il nous offre une nouvelle chance, une nouvelle vie. Peu importe à quelle distance nous sommes ou combien de fois nous avons échoué, il est toujours là, les bras ouverts, prêt à nous accueillir et à nous offrir la vie éternelle. Peut-être que vous vous demandez, mais que dois-je faire pour accepter ce cadeau ? La réponse est simple, mais profonde. Tout ce que nous devons faire, c'est croire. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nous, et qu'à travers lui, nous avons la chance d'une nouvelle vie. Lorsque nous remettons nos cœurs à Jésus, il transforme notre vie d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Vous traversez peut-être des moments difficiles en ce moment. Vous avez peut-être l'impression que votre vie s'effondre, que les personnes en qui vous avez confiance vous ont trahi, ou que vous faites face à des défis insurmontables. Peut-être que, comme Elena, vous vous sentez perdu ou sans direction, sans savoir comment avancer. Mais je veux vous dire qu'il y a de l'espoir. Dieu vous aime d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas encore, et il est prêt à marcher avec vous à chaque instant de votre vie. Si vous n'avez jamais pris cette décision auparavant, je vous invite maintenant à accepter Jésus-Christ comme votre seul et suffisant Sauveur. Cela signifie que vous reconnaissez que vous avez besoin de Dieu dans votre vie, que vous voulez lui confier vos peurs, vos douleurs, vos échecs et le laisser vous guider à partir de maintenant. Cela ne signifie pas que votre vie sera parfaite ou que vous ne ferez plus face à des difficultés. Mais cela signifie que vous ne serez jamais seul. Cela signifie qu'au milieu des luttes, il y aura la paix. Cela signifie qu'au milieu des pertes, il y aura du réconfort. Et cela signifie surtout que vous aurez la vie éternelle. Si vous sentez dans votre cœur que c'est le moment de remettre votre vie à Jésus, je vous invite à faire cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Pardonne mes péchés, entre dans mon cœur et transforme ma vie. Je t'accepte comme mon seul et suffisant Sauveur. Merci pour ton amour inconditionnel. Si vous avez fait cette prière, sachez qu'aujourd'hui est un jour très spécial. Vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et n'oubliez pas, vous ne serez jamais seul. Je vous invite à continuer à suivre notre chaîne, Histoire de la vie, où nous partageons non seulement des histoires de vie, mais aussi des messages de foi et d'espoir. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.